Bonjour, nous sommes Rafael Benitez et Pilar Hernandez, fondateurs de PAL Partageons le Monde, un organisme de rapprochement interculturel à travers de l'art et de l'action du monde. Originaires du Mexique, nous sommes arrivés au Canada en 2009 et nous habitons dans le quartier depuis 2015, un quartier multiculturellement riche. C'est pour ça que nous voulons créer des ponts entre les personnes de différentes origines. C'est ainsi que nous avons conçu le projet Histoire d'Indigi, en collaboration avec l'atelier d'Histoire Indigi, pour aller à la rencontre des voisins et des gens qui ont une histoire si particulière qui nous aident à bâtir l'histoire de ces quartiers. On vous présente Peter et Degal et leur goût pour la musique et la vie en communauté. Les choses, et spécialement pour les enfants, étaient plus libres, plus chaotiques que maintenant, c'est clair. Les raisons pour ceci, c'est qu'il y avait tellement d'enfants. Le baby boom, qui avait commencé en 1950, suivait son cours, alors qu'en 70, il y avait beaucoup d'enfants de 10 à 20 ans et beaucoup de jeunes adultes de 20 à 30 ans. Et ces personnes étaient souvent dans des grandes familles. Alors, quand j'étais jeune, les familles de 4, 5, 6, 7 enfants étaient communs dans les maisons de Notre-Dame-de-Grâce. Et alors souvent, je connaissais un jeune qui avait 13 ans comme moi, mais il avait un grand frère qui avait 19 ans, etc. Alors, un peu, ça donne la photo. Alors, et les parents, c'était pas des helicopter parents comme maintenant. Les parents disaient aux enfants, sortez dehors, jouez toute la journée, on veut pas vous voir avant l'heure du souper ou peut-être même aller sortir le soir en été, on veut pas vous voir avant juste la tombée du soleil. Alors, les enfants allaient dans les parcs, le parc NDG, on jouait en hiver, on patinait toute la journée, on jouait au hockey, on jouait au British Bulldog sur la petite patinoire, toute la journée, toutes sortes d'enfants qui ne se connaissaient même pas nécessairement. Nous autres, moi j'ai appris mon français parce que mes parents ont eu la très bonne idée d'envoyer moi et mes frères et sœurs à l'école francophone, même s'ils n'avaient pas besoin. C'était pas un cas de la loi 101 qui les forçait. C'était pas ça, c'est qu'ils voulaient qu'on soit bilingue. Alors ils nous ont envoyés à l'école Notre-Dame-de-Grâce. Alors j'ai appris le français, mais quand même dans les associations sportives de NDG, on rencontrait tous les enfants anglophones qui allaient à St. Augustine's ou Daniel O'Connell ou même Herbert Simons, l'école protestante qui était autrefois à Giroir et Notre-Dame-de-Grâce, juste de l'autre côté de la rue que l'école Notre-Dame-de-Grâce. Alors, avec tout ce monde-là, français, anglais, il y avait souvent un peu de compétition, des batailles. Ça pouvait commencer assez innocentement avec des batailles de boules de neige, par exemple, ce que les enfants font, mais c'était, disons, un peu plus violent, certainement, que maintenant. Les gens, ça aboutissait souvent avec des enfants qui pleuraient, etc., mais c'était juste considéré complètement normal dans ce temps-là. Il y avait des conflits aussi, mais nous, c'était pas au niveau de la langue. C'était plus au niveau racial, entre guillemets. Mm-hmm. Donc quand moi j'ai grandi, c'était à Pierrefonds, donc c'était dans un quartier qui s'appelle Amabé. Donc c'est plus une classe, des appartements, des blocs appartements. Je sais pas comment on appelle ça. Projects. Oui, c'est ça, c'était un projet de Pierrefonds. Comme Benny Farm à NDG dans les années 70, exactement. Oui, c'est le project de Pierrefonds. Donc beaucoup d'Haïtiens là. Il y avait la vague d'immigration des Somaliens qui sont arrivés au début des années 90. Mais c'est ça, on était beaucoup d'Haïtiens. Je pense qu'on était soudés dans le quartier. Par contre, mes parents étaient extrêmement stricts, surtout mon père. Donc nous, on ne pouvait pas se promener. C'était pas OK, aller jouer dehors, puis quand le soleil se couche, je revenais. Non, c'était comme après l'école, je venais tout de suite à la maison, puis si c'était pas là, ben pas de problème. Donc, wow. C'est ça. Donc, c'était plus des groupes sociaux qu'on se faisait à l'école. Et puis là, c'est sûr qu'on entendait des histoires de batailles. On se battait contre. Pas nous, je me suis pas souvent battu, mais mon groupe d'amis, c'était contre les skinheads. Ah. Les autres,
les méchants. Il y en avait, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que les pires méchants à NDG fin des années 70 étaient aussi des skinheads. Ça s'appelait le Benny Gang. Je pourrais même nommer des noms en particulier, mais je ne vais pas le faire. Et c'est certain, comme enfant quand même de classe moyenne, mes parents étaient académiques et étaient propriétaires d'une belle maison dans la belle partie d'NDG. On avait peur de ces gens-là, c'est certain. On les évitait activement. Alors, si j'allais à la piscine extérieure Benny, je gardais mes yeux ouverts pour des jeunes hommes sans cheveux. C'est clair, ouais. OK, alors alors on va continuer avec la musique. Alors, j'ai trouvé tes commentaires sur la musique très intéressantes parce que tu cherchais, comme tu disais, une expression musicale qui était francophone, ce qui est entièrement normal, mais aussi un peu transgressif. Soyons honnêtes, les jeunes ont besoin que leur musique soit transgressif, que ce n'est pas juste la norme, qu'ils peuvent exprimer leur nouveau défi d'être jeune et d'être pas dans le mainstream de la culture. Alors pour vous, c'était comme jeune homme noir au Québec, de descendance haïtienne? Les jeunes, on a cette énergie qu'on doit extérioriser. Et là, on va internaliser les différents trucs qui arrivent dans la vie, puis qu'on subit, puis on se sent un peu impuissant. Puis notre seule façon de se libérer, c'est à travers l'expression. Absolument. Et aussi, on est comme dans le bloc appartement et tout, on veut s'accaparer l'espace public. Ouais. Donc dire, hey, c'est vous, c'est quoi ça? J'existe et puis je veux prendre toute la place. Donc, on a comme réfléchi beaucoup à ça avec des amis et tout, puis je suivais des trucs en ligne, puis il y avait un mouvement de hip-hop academics. OK. Fait que, en 2001, j'étais comme entre deux programmes, donc j'étais étudiant libre à Concordia, downtown, et puis je demandais des projets, donc j'ai décidé de faire un symposium sur la culture hip-hop. Wow! Pour dire, OK, nous, on veut s'accaparer tous les espaces, même l'espace académique, puis faire un programme d'études sur le hip-hop. Donc on fait 4 jours de conférences sur différents sujets comme hip-hop in academia, hip-hop for social change, de l'art-thérapie par le hip-hop, une séance sur le graffiti et tout, le rôle des femmes dans le hip-hop, tout ça. Donc c'était vraiment bien, puis encore là, c'est s'accaparer l'espace. S'accaparer l'espace public, les murs, en faisant le graffiti, le son, la danse, les différentes façons d'exprimer ses émotions à travers l'art. Donc je pense que le hip-hop, c'est comme le all package, all inclusive, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Puis le groupe qu'on a formé en 2004, Nomadic Massive, notre truc c'était de voyager, puis de s'exprimer en différentes langues. Et ça représentait un peu Montréal. Absolument. Toute sa multiculturalité. Et puis en même temps, c'était ça notre point qui se démarquait, c'était les différents plans, puis comment on les intégrait, puis que c'était comme une grosse famille.